Après un mois de voyage, des étapes à Colombo et Singapour, le paquebot touche enfin les premières terres de l'Indochine, le Cap Saint-Jacques, qui commande l'entrée de la rivière qui mène à Saigon. Finalement, les troupes françaises avaient débarqué ici en 1859. C'était qu'un village et ils avaient remonté un chemin qui était cette rue Catinat après. Ils sont emparés de la citadelle qui était au bout, c'était la cathédrale, c'était 133, le boulevard Neurodome. Et les Français ont construit presque immédiatement une ville tout à fait moderne avec des palais assez somptueux. Mon père a trouvé une ville qui était une ville moderne, une ville assez belle, avec de larges avenues, des beaux arbres, et ça l'a beaucoup surpris. Saigon était à l'époque qualifiée de la perle de l'Extrême-Orient, c'était vraiment une jolie ville. Saigon était la perle de l'Extrême-Orient, mais on disait que c'était la rue Catinat qui en était le symbole. Et de la rue Catinat ont débarqué tous les gens qui venaient de France, qui allaient faire la chasse, qui allaient faire de l'archéologie, ou qui allaient sur les plantations, ou les auteurs d'ouvrages, ou les journalistes. Tout le monde passait là, s'arrêtait au Continental, logeait au Majestic, se promenait, et c'était le point de départ vers l'Indochine, un peu partout. Tonkin au nord, Annam au centre et Cochinchine au sud. Ces trois pays distincts seront réunis à l'indépendance pour devenir le Vietnam moderne. Mais la colonie s'étend aussi sur les royaumes du Cambodge et du Laos. Depuis la fin de la conquête coloniale, ces territoires forment, sous l'égide de la France, l'Union indochinoise. C'est la volonté de la France de l'époque, la France de Napoléon III, de s'implanter en Asie pour participer au partage du grand négoce chinois, qui est le grand négoce quand même mondial de l'époque. Pour s'ouvrir à ce marché chinois si convoité au milieu du XIXe siècle, l'empereur Napoléon III décide de s'implanter en Indochine, prétextant le secours porté aux communautés chrétiennes martyrisées. En 1859, un premier corps expéditionnaire débarque à Saigon et conquiert la Cochinchine. Attaqués à leurs frontières par l'empire de Siam, le Cambodge et le Laos demandent la protection de la France. La conquête du Tonkin se fera par les armes. Dès 1897, la France met en place une administration coloniale dont le centre est Hanoï, capitale du Tonkin. C'était très administratif. Et c'était là qu'était le gouvernement général. Dans cette union indochinoise, le gouvernement général est le centre de tous les pouvoirs. Son autorité s'impose aux administrations locales des rois et empereurs, toujours en place dans les pays de protectorat. Seule la Cochinchine est administrée directement par la France. Le gouverneur général, un personnage dont on n'a pas idée en France, c'était un vice-roi, qui d'ailleurs était entouré d'un protocole très pompeux. Les démonstrations de dévotion des mandarins envers l'empereur n'y changeront rien. Le protectorat français a réduit petit à petit ses pouvoirs, allant jusqu'à administrer directement le trésor impérial. L'empereur est devenu comme des statues, des temples. Ils ont les honneurs, mais ils n'ont aucun pouvoir. Le protectorat français s'est contenté simplement de coiffer l'administration vietnamienne par des résidents dans chaque province sous l'autorité du gouverneur général. Tout le pouvoir se trouve dans la main du gouverneur général d'Indochine. Cette culture confucéenne a aussi été remise en cause par l'arrivée des missionnaires chrétiens dans le pays. Commencée dès le XVIe siècle par des missionnaires espagnols et portugais, l'évangélisation du sud-est asiatique fut confiée par le pape au séminaire des missions étrangères, fondé en 1663, rue du Bac à Paris. Ces vicaires apostoliques, envoyés en mission loin de leur terre chrétienne, vont souvent trouver la mort par la maladie, et pour certains en martyrs. Mais ils réussiront, en plus de 3 siècles, à fonder une communauté chrétienne, s'appuyant sur un clergé de prêtres et d'évêques autochtones. Au début du siècle dernier, on peut dire qu'il y a pratiquement plus d'1 million de Vietnamiens qui sont chrétiens en Indochine. Dans leur volonté de permettre une meilleure pénétration des textes chrétiens, les missionnaires vont mettre au point dès le XVIIe siècle une transcription en caractères romains de la langue du pays. Cette écriture va remplacer les idéogrammes d'inspiration chinoise et s'imposera comme écriture de la langue nationale par la volonté de l'administration coloniale. Hanoï est aussi le siège de quelques joyaux de la mission civilisatrice de la France.
Lycées et universités pourvus de nombreux professeurs agrégés venus de métropole. École française d'Extrême-Orient, dont les archéologues réhabilitent patiemment les ruines d'Angkor. Mais aussi l'Institut Pasteur, qui, par ses recherches sur les maladies tropicales et ses campagnes de vaccination, contribue à réduire la mortalité des populations indigènes. La gare d'Hanoï est le point de départ d'un voyage à travers l'Indochine, à la rencontre de témoins de cette époque oubliée. La traversée du pont Paul Doumer ouvre aux voyageurs les horizons d'un pays inconnu. Plus de 150 tunnels et de 3000 ponts permettent la traversée des paysages montagneux du Haut-Tonkin. Il y a eu cette idée que le monde devait être aménagé et que action coloniale égale action moderne. Partout, vous avez des ponts construits, des ponts à la Eiffel qui sont construits partout. Vous avez des grandes routes, vous avez des routes coloniales, vous avez des ports, là, le port de Saïgon, le port de Haïphong, ce sont des infrastructures très très énormes qui ont été construites par les Français, bien évidemment. Est-ce que les Français ont construit ces infrastructures pour, sincèrement, du fond du cœur, aider les populations cambodgiennes, vietnamiennes et laotiennes à hausser leur niveau de vie et à accéder aux bienfaits de la civilisation occidentale? La question reste posée, quoi. En fin de compte, c'est-à-dire que, essentiellement, il fallait drainer les matières premières. Vous avez besoin de la mise en valeur. Pays très riche, très montagneux. Il y a que certaines régions qui sont là-bas, n'est-ce pas? Parce que les régions côtières sont des régions pauvres, etc. Mais la région du riz, du nord et du sud, delta du Mékong, delta du Fleuve Rouge, et puis la moyenne montagne avec des cafés, des thés, etc. Impossible de traverser la Cochinchine sans partir à la découverte d'une richesse qui fait l'objet de toutes les spéculations. Les plantations d'EVA. Cet arbre, dont la sève, une fois transformée, donne le caoutchouc, a été importé de Malaisie au début du siècle. Vous faites pousser un EVA, vous le regardez pousser pendant 7-8 ans, puis il est exploitable. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à ce que tous les matins, aux aurores, des gens qu'on appelle les seigneurs, SAI bien sûr, partent avec leur gouge, c'est une sorte de couteau, et saignent l'arbre. Et chaque matin, on coupe une lamelle qui fait pleurer l'arbre. Et ces pleurs, c'est une espèce de lait, le latex, qu'on va ensuite travailler pour en faire du caoutchouc. Très vite, cette richesse agricole va attirer de grands groupes métropolitains qui vont donner aux plantations une dimension industrielle. L'exploitation de ces grands domaines, comme les terres rouges ou Michelin, nécessite une main-d'œuvre importante qu'il faut souvent aller chercher au Tonkin. Les conditions de travail, souvent difficiles de ces coulis, ne vont pas manquer de soulever la polémique dans les milieux coloniaux eux-mêmes. Les plantations, ce sont de vastes entreprises de type pratiquement industriel qui nécessitent une main-d'œuvre très importante. Et notamment lors des périodes de défrichement, de mise en conformité, de plantation et tout, la maladie, des fois, fait des ravages parmi les ouvriers agricoles. C'est vrai qu'il y a certainement eu pas mal de morts au moment où on a taillé dans la forêt pour faire tout cela, avec les moustiques, etc., etc. Le Vietnam de l'époque, c'est un Vietnam essentiellement rural, hein, c'est 85-90%. Donc, les rapports entre la population des villages et l'administration française sont des rapports très espacés, très occasionnels. Pour retrouver la légendaire douceur de vivre coloniale, le voyageur se rend à Saïgon, capitale de la Cochinchine. Saïgon n'était pas une grande ville. Saïgon devait faire 50 000 habitants à peu près. Et là-dedans, il devait y avoir 2000 ou 2500 Français. C'est une atmosphère qui ressemble à une préfecture, le midi de la France, vous voyez, une certaine décontraction, une vie un peu dehors. La vie des Français dans un pays où il faisait chaud, où on vivait dans des maisons assez ouvertes avec des vérandas, faisait qu'on sortait plus volontiers de sa coquille que dans la France de l'hiver. Ils sortaient d'autant plus qu'ils étaient en moyenne nettement plus jeunes. C'est une population jeune. Jeunes fonctionnaires ou hommes d'affaires,
venus s'assurer un avenir décent loin d'une France qui leur paraissait trop étriquée. Ils vont savoir profiter de ce climat propice à la nonchalance et jouir sans arrière-pensée de la douce vie coloniale. On se retrouve le soir au bar du Continental, rue Catinat, ou au bout du quai des Messageries Maritimes, dans un lieu au nom évocateur. Le cœur économique de la Cochinchine est le port de Saïgon. Son trafic maritime en fait le 8e port de France. Il permet à l'Indochine d'être la colonie la plus prospère de l'Empire.